d'avoir du local, du régional, le pass avec l'entreprise Shopify, du régional, l'entreprise Hydroger, qui vont présenter à la fois la solution Shopify et présenter le retour d'expérience, comment ça a été fait. Là, je vous laisse la place. Vous avez le micro qui est là, vous avez le micro-baladeur si vous voulez vous balader, et puis vous pouvez y aller. Merci. Bonjour, donc Sébastien Lejeune, directeur de transport logistique et douane de Hydroger. Et donc on vient témoigner de nos premiers pas dans l'IA et de notre développement avec Romain de Shopify. Et Romain Caudron, CEO et cofondateur de Shopify. Écoutez, on va vous faire atterrir, on va vous parler de palettes, de camions et d'entrepôts. Donc on va repartir sur des sujets extrêmement opérationnels. Qui se sent familier avec le monde du transport aujourd'hui? Quel est le monde du transport, supply chain? Je vois une main qui se lève, allez, deux, trois, allez, on une dizaine. Ok. Très rapidement, Shopify, on est une entreprise nantaise, on est né à Paris, mais on s'est installé à Nantes il y a 2 ans, et on travaille dans le monde de la digitalisation de la supply chain. On y rentrera un peu plus en détail, on rentrera en détail un peu plus tard. Avant ça, on va d'abord se pencher sur le monde du transport et vous faire découvrir pour certains le monde du transport. Il faut savoir que c'est un environnement qui est très éclaté. Donc on a d'un côté ce qu'on appelle des transporteurs. Les transporteurs, c'est celui qui possède un camion, un bateau, des bateaux, des avions. D'accord ? C'est celui qui possède le moyen de transport. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle des chargeurs. Un chargeur, c'est quelqu'un qui a besoin de transporter de la marchandise. Donc ça va être le groupe Yves Rocher, par exemple, mais ça peut être L'Oréal, ça peut être Intermarché qui va distribuer des produits. Entre les deux, il y a une équipe que peu de gens connaissent. Seuls les spécialistes, les professionnels du monde de la supply chain connaissent, c'est les commissionnaires. Quel est le travail des commissionnaires? Le commissionnaire est un intermédiaire entre les chargeurs et les transporteurs et va coordonner, massifier les flux et permettre de remplir les camions des transporteurs pour s'assurer qu'un transporteur, quand il fait Paris-Marseille, va peut-être mutualiser sa remorque avec les palettes de 1, 2, 3, 4, 5 clients. Il faut savoir que 80% des flux transitent par un commissionnaire. Donc, tous ces gens n'arrêtent pas de s'envoyer de l'information toute la journée en permanence pour coordonner, pour mutualiser flux, etc. Et le résultat de tout ça en 2020, c'est qu'il faut savoir que le monde du transport, c'est un monde qui est encore extrêmement manuel. Alors vous faites une commande sur Amazon, on parlait des digital natives tout à l'heure, vous faites une commande depuis votre téléphone, 2 heures après, elle est livrée chez vous, ça vous paraît normal. Il faut savoir que dans le monde du transport de marchandises, ce qui est normal, c'est de ne pas savoir où est sa palette. Le standard dans le monde du marchandise, c'est l'email d'un côté, et de l'autre côté, c'est pas de nouvelles, bonne nouvelle. Si j'ai pas de nouvelles de ma palette, a priori, tout va bien, elle a été livrée. Voilà comment ça se passe aujourd'hui en 2020. Alors, il est important de poser ces bases-là avant de parler d'IA dans le monde de la supply chain et plus précisément du transport. Alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là en 2020 ? Il y a des solutions qui existent depuis des années d'ailleurs, depuis une vingtaine d'années, il y a des solutions qui existent, ça s'appelle des TMS, Transport Management System. Alors il faut savoir que c'est des solutions, il y a certains noms qui vont être certainement connus, c'est des solutions qui sont relativement onéreuses à mettre en place. On parle de projets de quelques dizaines de milliers d'euros à quelques centaines de milliers, voire le million d'euros pour mettre en place certaines de ces solutions. Ou qui vont aussi avoir un autre inconvénient, c'est qu'elles vont être spécialisées par mode de transport. Il y a des solutions qui sont très performantes, mais que sur la route, par exemple. Là où ce que recherchent les entreprises comme le groupe Yves Rocher, ça va être des solutions qui vont être capables de piloter tout leur flux. Le groupe Yves Rocher va acheter du transport en maritime, en aérien, en camion, en messagerie pour les livrer à un petit magasin. Et aussi des solutions, tant qu'à faire, qui soient faciles et rapides à implémenter. Et c'est pour ça qu'on a créé Shopify, et c'est ce que fait Shopify. Donc concrètement, Shopify, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle une plateforme. Alors, plateforme digitale collaborative, là on a mis tous les buzzwords du moment, mais voilà ce qu'on fait. Donc on fait une plateforme de collaboration et de pilotage transport qui s'adresse à des entreprises de tout type à partir du moment où elles achètent du transport, qu'on soit un très grand groupe, qu'on soit une petite entreprise, qu'on soit une ETI, qu'on soit en France ou à l'étranger, on peut utiliser notre plateforme pour remplacer sa boîte mail et ses fichiers Excel pour piloter son transport. Donc concrètement, voilà ce qu'on fait. Par exemple, là on est chez un client qui s'appelle Somfy.
Et vous pouvez voir qu'il travaille avec plusieurs transporteurs. On voit Bolloré, Kuehne+Nagel, DHL. Et il va centraliser dans Shiptify l'ensemble de ses ordres de transport et savoir en temps réel les expéditions qui sont planifiées, celles qui sont en transit et leur date d'arrivée. On va faire des choses extrêmement basiques, mais qui sont une révolution dans le monde de la logistique. On va faire ce qu'on appelle, nous, des écrans SNCF. Vous reconnaissez le design, la source d'inspiration. Bon, en fait, dans les entrepôts d'Yves Rocher, maintenant, il y a des écrans qui diffusent en live tous les prochains camions qui vont arriver. Ça vous paraît peut-être normal, mais sachez que dans 99% des entrepôts en France, aujourd'hui, c'est une feuille Excel qu'on imprime le matin avec le planning du jour. Et l'IA, alors, dans tout ça. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, c'est une journée sur l'intelligence artificielle. Shiptify ne fait pas de géoloc, ne fait pas de blockchain, et ne fait pas d'intelligence artificielle non plus. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là ? Ce qu'il faut comprendre, c'est les différentes solutions technologiques qui existent, solutions digitales qui existent aujourd'hui. Le monde de la supply chain est en train de se digitaliser à une vitesse grand V. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre les différents modèles qui existent. Alors tout en bas, on va retrouver ce qu'on appelle les freight forwarders. Alors désolé, c'est un slide en anglais. Le freight forwarder, c'est le fameux commissionnaire qu'on a vu tout à l'heure. Le commissionnaire, historique, comment est-ce qu'il travaille ? Il reçoit des emails de ses clients qui lui demandent des ordres de transport. Il va redispatcher de l'autre côté des emails à ses transporteurs. Voilà comment travaille un commissionnaire en 2020. Et il y a des petits malins très, très intelligents et qui sont positionnés sur un marché extrêmement porteur, qui est de créer des commissionnaires. En fait, le commissionnaire, il a juste besoin d'un ordinateur. Hein. Il achète et il revend du transport. Il n'a pas de camion, il n'a pas d'équipe, il n'y a pas de chauffeur. Ils se sont lancés à lancer des commissionnaires digitaux. Donc, au lieu de recevoir un email, mon chargeur va faire son ordre de transport sur un site web et avoir de la visibilité en live sur la capacité à prendre en charge ce transport ou non. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les commissionnaires. Au milieu, on va avoir ce qu'on appelle le visibility provider, technology provider, désolé pour la petite erreur. Donc c'est des gens qui vont fournir des technologies à disposition du monde de la supply chain. Et ces gens-là, eux, vont avoir potentiellement, et on le verra tout à l'heure, vont faire appel à de l'intelligence artificielle pour enrichir la valeur de leur solution. Et nous, Shiptify, on est juste une plateforme qui va centraliser l'ensemble de ces informations, les collecter, que ce soit des informations qui viennent du terrain, d'un cariste qui va saisir sur Shiptify une heure d'arrivée d'un camion, ou que ce soit une information enrichie qui va venir d'un de ces technologies providers qui va enrichir cette donnée. Et la valeur ajoutée de Shiptify, ça va être de centraliser toutes ces informations au sein d'un environnement unique et qui soit simple à utiliser pour un directeur supply chain, pour un chef d'équipe ou pour un cariste. Donc techniquement, qu'est-ce que ça veut dire de manière très concrète ? Vous voyez notre écran SNCF. On a transformé la feuille Excel imprimée le matin par un écran digital qui peut se mettre à jour en temps réel. Si on est connecté en API à une technologie qui s'appelle Shipeo ou une autre qui s'appelle Project 44 qui font le même métier, ils vont savoir en live l'heure d'arrivée du camion. Donc ils vont géolocaliser le camion et compte tenu de la route qui reste à faire, compte tenu des embouteillages potentiels. Et attention, vous dites, c'est Google Maps. Hein. Sauf que quand vous pilotez un camion, vous passez pas par les mêmes routes que vous à titre personnel. D'accord ? Il y a des ponts, il y a des tunnels, il y a des routes interdites, etc. Donc ces gens-là, c'est les spécialistes de l'ETA prédictive. Ils vont chercher une information, la géoloc, et ils l'enrichissent avec de l'IA pour définir l'heure d'arrivée la plus précise possible. Autre cas d'usage très concret, suggérer le meilleur transporteur. Alors c'est quoi le meilleur transporteur aujourd'hui ? Sébastien, tu m'arrêteras, aujourd'hui c'est beaucoup le prix. Enfin, c'est un des rares, enfin, on n'a pas 15 000, c'est difficile en temps réel de savoir quelle est la qualité de service de ce transporteur-là sur telle région du monde, de la qualité de service de ce transporteur-là dans tel environnement complexe, enfin dans tel changement de contexte qu'est le Covid à l'instant T. Donc généralement, les seuls comparateurs qui existent dans les solutions, ça va être le prix qui va permettre en un clic de voir la différence de tarif entre deux transporteurs. Et bien là, potentiellement, l'intelligence artificielle va permettre en temps réel de mettre à jour et d'enrichir ces critères de comparaison d'autres facteurs que le simple prix, en ajoutant de la qualité de service, en ajoutant des facteurs exogènes, des grèves dans une zone, le fait de passer par tel port ou tel port, etc. Et un troisième cas très rapide, tout simplement, ça va être d'estimer le prix marché d'un transport. Le prix de transport, aujourd'hui, ils sont contractualisés, ou ils font l'objet de cotations spot, mais on pourrait imaginer qu'une intelligence artificielle, alimentée par un certain nombre de données, puisse, en temps réel, estimer un prix de marché, en dehors de ces contrats.
Donc Shiptify, l'intelligence artificielle. En quelques mots, donc la première responsabilité de Shiptify, ça va être de collecter toutes ces données opérationnelles et de les structurer. Donc on va transformer des informations. Typiquement, hein, ça arrivera demain. Dans Shiptify, c'est pas demain, c'est le 18 septembre. D'accord ? Et ce 18 septembre, 14 h, on va pouvoir l'exploiter. Le ça arrivera demain écrit dans un email. Bon courage à celui. Enfin, je sais qu'il y a des intelligences artificielles qui savent analyser les emails, c'est un autre sujet. Mais voilà notre métier, ça va être de capter cette information de manière structurée et donc d'alimenter les technos d'intelligence artificielle pour qu'elles apprennent. Deuxième responsabilité de Shiptify, c'est de démocratiser l'accès à ces outils. Aujourd'hui, il y a des grands groupes comme Yves Rocher, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi des beaucoup plus petits, des entreprises de taille intermédiaire, voire petite, qui utilisent notre techno. Ça veut dire que ces entreprises vont, elles aussi, alimenter de la donnée et vont, elles aussi, pouvoir bénéficier en retour des bénéfices de l'intelligence artificielle. Et c'est là où je voulais en venir. Alors là, c'est quels sont les bénéfices de Shiptify ? Bon, il y a de la visibilité, de l'efficacité, mais le point sur lequel je voulais arriver, c'est la connexion à un écosystème. Se connecter à Shiptify, si je prends l'exemple d'une petite PME locale, elle va bénéficier des mêmes connexions qu'un grand groupe comme Yves Rocher. Quand Yves Rocher nous pousse à travailler et à nous connecter avec des technos avancés d'intelligence artificielle, c'est toute la communauté Shiptify qui va ensuite pouvoir en bénéficier, y compris les petites entreprises. Et donc dans ce cadre-là, se connecter à Shiptify aujourd'hui, c'est se connecter à des technos comme Ocean Insight qui va estimer l'heure prédictive d'arrivée d'un container à un port. C'est se connecter à des technologies de géolocalisation que j'évoquais tout à l'heure de camions, Project 44 ou Shipeo, ou d'autres comme SiteNest dont Sébastien va pouvoir nous parler plus en détail. Donc en résumé, les bénéfices, ils sont évidents et vraiment majeurs. On est dans un marché, le marché du transport en France, c'est plus de 50 milliards d'euros. Le challenge aujourd'hui, c'est de collecter de l'information de qualité, de manière structurée, pour alimenter les processus, et dans un second temps, d'arriver à démocratiser l'accès à ces technologies au travers de portails collaboratifs tels que Shiptify. C'est clair, c'est à moi. Donc Sébastien Bellon, directeur de transport du groupe Rocher. On se croise avec Romain depuis une dizaine d'années. J'étais patron avant de vente privée, qui s'appelle Pipi, et toi c'était Vestiaire Collective. Exactement. Voilà. Et donc on se croisait aux soirées très ennuyeuses du e-commerce, surtout à Monaco, et tout ça a disparu. Et donc on se connaissait comme ça, et je l'ai fait appel à lui il y a 1 an et demi sur un sujet dont je vais vous parler. Donc pour résumer, j'ai fait toute ma carrière dans le transport, la logistique, en commençant par le Japon, et en passant par diverses entreprises comme Fromage Rival, Tarkett, Groupe Privé, Danone, et depuis presque 2 ans Yves Rocher. Le groupe Rocher, vous le connaissez sans doute, le siège historique est pas loin d'ici, à 100 km à Lagassi, dans le Morbihan. La marque éponyme aujourd'hui, Yves Rocher, représente 60% à peu près de la taille de Yves Rocher. Et à côté de ces marques-là, on a toute une série d'autres marques aux États-Unis, en Israël, en Turquie. On a également Petit Bateau, qui est la seule marque qui n'est pas dans l'univers cosmétique. Et en Israël, une société qui fabrique des savons. Donc je suis arrivé il y a un peu moins de 2 ans chez Yves Rocher pour reprendre la direction transport, log et douane. Avec 2 guidelines, c'est l'aspect green, dont je ne vais pas parler, mais il a beaucoup aussi de rapport avec le digital, et l'aspect digitalisation. Dans le transport, on est au bout de la supply chain, c'est-à-dire c'est l'exécution transport. Donc on est vraiment dans le concret du concret. Ce qu'on demande au transport, c'est d'arriver à l'heure avec la bonne quantité, si possible d'être poli. Et puis voilà, c'est à peu près ça. Et donc c'est vraiment notre rôle dans la supply chain, qui est un rôle capital, mais en même temps, on récupère tout ce qui se passe mal au-dessus. Et au moins notre petit tronçon, il faut le faire de façon parfaite, puisque
on considère que le transport doit être à 99% facile et qui marche. On nous demande donc une exécution parfaite, des coûts les plus bas possibles, et l'aspect green aussi depuis quelques années. Pour ce faire, la digitalisation est une arme absolument essentielle aujourd'hui dans le transport B2B. Tous les deux, nous avons été aussi dans le transport B2C, donc c'est-à-dire le e-commerce, qui a 10 ans à peu près d'avance sur le transport B2B, qui est le transport qui livre les usines, les magasins, etc. Et aujourd'hui s'ouvre un océan de digitalisation comme on a pu le connaître dans le e-commerce il y a 10 ans à peu près. On est à peu près à ce stade-là, avec un foisonnement de start-up très innovantes. L'objectif de la digitalisation transport, c'est éviter tous les documents dont Romain a parlé, parce que le transport, c'est une masse de documents. Alors si c'est juste un camion qui va livrer un magasin, il y a éventuellement une packing list, c'est le document de transport. Si c'est de l'export, ça peut être un demi-bouquin d'attestation, de certificat, etc. Donc il y a cette partie-là. Il y a l'information en instantané. C'est effectivement, comme le Romain le dit, on envoie les camions, et sauf nouvelles, on pense que c'est bon. Là, aujourd'hui, on arrive vraiment à savoir en live où est le camion, etc. Toute cette digitalisation, elle a un historique qui est la vraie révolution du transport des 30 dernières années, c'est le GPS. Ça a été la base de tout. Et c'est sur cette base-là que derrière, on va greffer tout un tas d'outils, y compris l'intelligence artificielle dont je parlais en dernier, qui permettent d'être de plus en plus rapides, informés, etc. Le GPS, c'est la localisation. Où est mon camion? Où est ma commande? C'est la question de base. Quand est-ce qu'elle va arriver? Ça va être partie de l'intelligence artificielle et on va le voir. Mais c'est surtout ça, c'est traquer les commandes à tout niveau, optimiser les tournées, optimiser les chargements. C'est cette brique-là du GPS qui a permis ensuite toute une série d'autres briques, surtout issues de la digitalisation, pour rendre le transport le plus efficace possible. Donc aujourd'hui, j'ai appelé Romain il y a 1 an sur un cas très concret. Il se trouve que le 1er janvier 2020, il y a une nouvelle loi fiscale qui est apparue en Europe qui stipulait que les chargeurs devaient être en possession de l'ensemble des lettres de transport, on va dire, des documents routiers, signés et contresignés à destination par le destinataire. Si ce n'était pas... Donc ça, c'était concrètement des papiers qui étaient partout, en Allemagne, en Tchéquie, etc. Et si ce n'était pas le cas, l'administration fiscale pouvait revenir rétroactivement, donc plusieurs années après, en disant là où on n'a pas les documents, on vous retaxe l'équivalent de la TVA, c'est-à-dire juste 20% du chiffre d'affaires, donc catastrophique. Donc c'est la menace maximale, mais elle va tomber d'ici 1 ou 2 ans et je pense qu'il y aura des soucis à ce niveau-là. Donc moi j'étais dans une situation où j'avais des BL qui revenaient, éventuellement pas signés, j'avais des BL perdus, enfin comme toutes les boîtes, grosso modo. Et j'ai appelé Romain en disant, d'abord j'ai appelé mon département informatique, j'ai compris qu'en 2 mois c'était même pas la peine, et donc j'ai appelé Romain en disant j'ai un gros souci, il faut vraiment une plateforme où je puisse connecter tous mes entrepôts en Europe, tous mes transporteurs, que les BL soient digitalisés, qui partent donc dans les entrepôts, etc., qui se fassent contresigner et qui me reviennent directement à chaque transport. Et donc le système de Romain, qui permet cette connexion, permet de digitaliser l'ensemble de l'historique du transport, c'est-à-dire la réservation, le booking, la livraison, et puis la remontée du BL une fois signé et contresigné par l'entrepôt. Donc j'ai appelé Romain sur cet aspect-là qui est très très concret. Et puis après, effectivement, comme on le disait à la table précédente, naissent plusieurs opportunités où Shiptify se développe, ça me donne des idées et on avance ensemble. Romain a fait mention d'un autre système qui s'appelle Ocean Insight, qui est pour le coup une start-up allemande, avec qui je travaillais chez Rocket, qui elle est aujourd'hui sur des modèles d'intelligence artificielle. J'avais pas chez Yves Rocher assez de conteneurs, etc., pour justifier de prendre en direct
ce logiciel, donc, qui s'est interfacé avec Romain et toute la communauté en bénéficie. Alors l'intelligence artificielle dans le transport, et on peut prendre l'exemple d'Ocean Insight, c'est du prédictif. En tout cas, c'est ce qui se développe le plus aujourd'hui. Donc on reprend toujours la même base du GPS, du tracking, du satellite, on a des informations, etc. Et derrière ça, on arrive à faire du prédictif parce qu'on a suffisamment d'historique, on a des renseignements de terrain qui font qu'on dit ce bateau-là qui devait arriver à Dubaï le 28 décembre, il est encore dans la mer Rouge, ça va mal se passer, il ne va pas y arriver, et on te recalcule son arrivée. Donc voilà, donc l'intelligence artificielle dans le transport, c'est du très très concret, hein. C'est aujourd'hui essentiellement du prédictif. Comment ils font? Ils ont en fait des satellites qui traquent les bateaux. Tous les bateaux sont traqués dans le monde par un site qui s'appelle Marine quelque chose. Ils traquent les bateaux. Ils ont des GPS dans les ports qui en fait balayent l'horizon à 90 miles. Et ils recoupent toutes ces informations pour dire ce bateau-là, il va à telle vitesse, il est à tel endroit, il arrivera à telle heure au port. Ils sont sur une mine d'or puisque le transport maritime aujourd'hui est une véritable catastrophe. Il ne reste plus que 4 ou 5 grandes compagnies dans le monde qui sont de plus en plus malmenées au niveau de leur transit, de leur fiabilité, de leur remontée d'informations. Ils ont à peu près 60% d'arrival on time. Ça ne veut pas dire qu'ils arrivent tous avec 10 jours de retard, mais grosso modo, il y a beaucoup de bateaux qui arrivent avec 24 heures, 48 heures de retard, ce qui n'est pas un drame quand on met 35 jours pour venir de Chine, mais il y a aussi des bateaux qui se prennent des claques de 10 jours. Et donc ce genre de sites qui contredisent les informations ou précisent les informations des compagnies maritimes, elles sont très utiles dans le cadre de l'import Chine, où parfois, cette année particulièrement, ça a été un vrai cauchemar, où on est quand même 10-15 jours, ça peut compter si c'est des cadeaux pour une promotion, ou pire, si c'est des cadeaux de Noël. Le prédictif toujours, donc j'ai des tournées, en France notamment, j'ai 700 magasins, 700 cahiers des charges, avec des plages horaires imposées de livraison, en fonction de ce que veulent les magasins, de l'organisation, ou voire des interdictions aussi dans les rues de livraison dans les centres-villes. Là-dessus aussi, j'ai un système de tracking qui me remonte les informations, qui s'appelle pour le coup Siteness. Et le mois prochain, on va se lancer dans le début du commencement d'une intelligence artificielle, en sachant que là aussi, il va modéliser en fait les tournées des camions. Et il va pouvoir me dire, pareil, il est à la Courneuve, il doit être dans une heure aux Champs-Élysées, pas possible. Donc là-dessus, on va faire des tests qui vont pouvoir envoyer des SMS, des alertes SMS au magasin, en disant attention, votre camion de livraison est en retard, nous estimons qu'il va arriver à telle heure. Et ça. Je pense qu'au début, on va réveiller toutes les patronnes de magasins, mais au fur et à mesure, on peut y arriver. Et donc voilà, on est au balbutiement. Dans la partie e-commerce, les entreprises comme Amazon, etc., sont bien entendu beaucoup plus avancées que dans le B2B. Mais le B2B, ce qu'il y a de sympa aujourd'hui, c'est qu'on ne part pas de zéro, parce qu'il y a quand même maintenant pas mal de startups intéressantes, mais on a beaucoup de choses à faire dans les 10 ans qui viennent. Et pour ceux qui, par miracle, préféreraient le transport au marketing ou à la finance, il y a un bel avenir dans ce domaine. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. On va prendre 10-15 minutes pour poser des questions et échanger avec Romain et M. Bellone. Il y a une question qui est posée dans la partie Teams. Je vais un peu me déplacer pour vous la lire. Est-ce que Shaptify peut aussi gérer les flux de produits semi-finis entre les sites d'un groupe ou uniquement les flux de produits finis vers le client? Eh bien, je ne sais pas si on m'entend. Oui, enfin, c'est une excellente question. Donc, tout à fait. Et c'est même, alors, si je ne dis pas de bêtises, Sébastien, toi, tu as par exemple des produits semi-finis qui vont faire l'objet
sur des entrepôts en Europe, peut-être un étiquetage, enfin, ou d'un réemballage. Concrètement, on a une flotte donc, qui tourne autour de Legacy. C'est une flotte en prof qui fait tous les transferts d'usine à usine, de plateforme à plateforme. Et donc là, on a du semi-fini qui se promène toute la journée, quoi. Ouais. Et toute la valeur de Shiptify, justement, c'est ça, c'est de dire que le dossier transport, il va intéresser en effet un donneur d'ordre et son transporteur, mais va aussi intéresser le point de départ, le point d'arrivée, potentiellement un client qui a acheté cette marchandise, qu'il a fait livrer à un de ses entrepôts à travers le monde. Et donc oui, Shiptify permet de gérer ces flux. C'est même là où il dévoile toute sa valeur ajoutée. Très bien. J'ai une deuxième question. Après, je passe le micro à M. Salé qui a une question également. M. Bellone, vous nous avez dit que vous avez quelques briques d'IA qui sont déjà installées dans votre système de gestion de flotte ou de transport. Vous pouvez nous donner quelques informations? Comment vous avez géré ce projet IA? Est-ce que vous étiez l'initiateur ou Alors, pour l'instant, non. Je me base sur des startups. Donc, j'ai mentionné pour le maritime Ocean Insight pour la distribution Siteness. Donc le Ocean Insight, ça fonctionne déjà. Siteness, on est sur des tests. Moi, en interne, j'ai pas de moyens. J'ai SAP. Bon. Et tout autour, je me sers d'une dizaine de startups pour avancer et puis pour innover, quoi, en fait, on va dire. Et, sur ma flotte en tant que telle, parce que j'ai une petite flotte, donc je mentionnais, qui est une dizaine de camions, une quarantaine de remorques qui tournent entre les usines en Bretagne. Là, j'ai installé par contre des GPS partout et j'utilise une start-up américaine, californienne, Samsara, qui me permet de voir où sont mes camions en live déjà, avec les infractions éventuellement, les pannes d'essence, enfin j'ai tout sur des moniteurs, et qui me permet surtout d'optimiser ma flotte. C'est-à-dire que j'ai fait cet investissement de GPS dans les camions, dans les remorques qui coûte franchement pas très cher, hein, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros. Et j'ai pu quand même sortir au passage 5 ou 6 remorques que je louais 1000 euros par mois, parce que je me suis aperçu qu'il y avait des remorques dont on ne se servait jamais. Que j'avais une personne dans mon service transport qui passait sa journée à appeler les usines, les plateformes en disant « t'as des remorques, t'en as combien? Tu peux aller voir dans la course si elles sont vides ou pas vides parce que je dois en positionner une dans un autre entrepôt. » Et en fait, tout ça aujourd'hui est géré de façon live, automatique, et permet une gestion parfaite de nos flux et une économie de nos moyens en termes de remorques et même de trajets, quoi. Donc là, on n'est pas dans l'IA, mais là, on peut aussi basculer à terme dans l'IA. Mais par contre, de l'IA en interne, j'ai zéro. Je vais me permettre d'ajouter un petit mot. Sébastien, il n'a pas encore monté sa start-up en logistique, mais c'est un vrai entrepreneur. C'est-à-dire que même un groupe comme le groupe Rocher, je crois que tu me disais tout à l'heure 2 milliards d'euros, donc on va le dire, c'est un mastodonte. Tu t'es évoqué le chiffre de 10 startups, là, enfin, tu travailles avec une dizaine de startups. Ce qu'entreprend Sébastien, et je l'ai vu dans les entreprises précédentes, c'est au lieu de réfléchir à écrire un cahier des charges et à mettre des équipes à passer du temps à rédiger un cahier des charges et à imaginer tout ce qui serait possible, vous lancez des démarches, vous lancez des pilotes. Très rapidement, au bout de 2 mois, 3 mois, vous voyez tout de suite le ROI, etc. Donc ça, c'est un premier élément important. Deuxième élément important, tu parlais du coût de cette solution Samsara. Il n'y a pas eu d'investissement. Tu as lancé, c'est un système de location, de leasing, je ne sais pas quoi. Et tu as réalisé tes premières économies avant de porter sans porter d'investissement. Et donc, il y a des ROI directs. Et c'est ça, ces nouvelles solutions digitales, elles permettent ce type de retour sur investissement immédiat. Ça peut paraître un mensonge quand on le dit, mais c'est réel. Dès le premier mois, avant même de recevoir la première facture Samsara, avant même de recevoir la première facture Shiptify, vous en tirez déjà les fruits. Et c'est ça ce qu'offrent ces nouvelles solutions digitales aujourd'hui. Et ouvertement, Sébastien vous avez un laboratoire à 200 km d'ici de toutes ces solutions digitales, une dizaine de startups. Il y a peu de grands groupes qui sont capables de prétendre collaborer avec autant de startups sur le domaine de la supply chain. Non, ça permet d'aller plus vite, de se planter, donc, parce qu'on n'a pas des enjeux financiers démoniaques, et surtout de ne pas se lancer dans des projets internes ou semi-internes qui prennent des mois et qui peut-être n'arriveront jamais ou seront complètement dépassés quand on y arrivera. Donc c'est ce côté que je cherche dans les startups et qui nous permettent vraiment d'être
d'être à la pointe de l'innovation maintenant en matière de distribution. Mais très intéressant, merci. Ayant été le patron des achats d'Air France Cargo entre 1999 et 2002, un de mes soucis majeurs, c'était tout ce qui touchait à quand tout allait bien, tout allait bien. Mais quand tout allait mal, comment est-ce que l'intelligence artificielle vous a facilité ou l'approche contractuelle? Parce que de toute façon, il y a une relation client-fournisseur là. Vous n'êtes pas la même entreprise. Donc sur le plan contractuel, vous accélérez tout le processus. C'est formidable, je veux dire là, mais c'est évident qu'il y a des gains. Et comment ça se passe quand ça va mal? Alors, Romain, lui, il est transparent. Si ça va mal pour moi, c'est que mes transporteurs, ou alors, bon, sa plateforme part en rade. Par exemple, elle est hackée, cybercriminalité. Alors là, on a des contrats où ils s'engagent à réparer le système sous 1 heure, etc. Bon, ça ne nous est pas encore arrivé, mais c'est un contrat type qu'on fait avec toutes les solutions informatiques, y compris toute l'analyse de sûreté qui doit durer 2 mois, je crois, dans ton cas. Après, mes ennuis à moi, donc Romain, il est transparent, sauf si le web marche plus ou sa plateforme part en rade. Après, mes problèmes, ça va être les transporteurs, au final. Ça va être ça. Qui comprennent bien déjà comment se connecter. Bon, c'est des connexions web, qui remplissent bien leur job avec les BL, les remontées d'informations, etc. Et puis après, qu'ils fassent leur boulot de transporteur. Ça ne le changera pas. Mais c'est clair pour vous, la répartition des responsabilités? Oui, parce qu'on accélère un processus, mais qui, de toute évidence, est hyper positif. Mais plus vous accélérez, c'est le tracking de la responsabilité, surtout quand ça va mal, quoi. Je ne cherche pas. Au bout du bout, on est de toute façon dans la législation transport, dont Romain n'est pas responsable. C'est le transporteur qui, en cas d'erreur, de faute, etc., assume son boulot, quoi. Là-dessus, les plateformes web ou GPS ou autres, elles sont pas mises en cause là-dessus. D'accord, merci. Je suis un logisticien avant d'être un informaticien, mais donc là on rentre sur des sujets techniques, informatiques. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est, nous aussi, on fait appel à des solutions digitales pour monitorer notre plateforme. On a des robots qui tournent en temps réel, qui suivent tous les services, ce qu'on appelle les services, les web services. Donc tout ça est monitoré en temps réel, là où avant c'était des personnes qui potentiellement faisaient ce travail de monitoring. Donc on fait appel aussi, nous aussi, à des startups qui font ce travail, enfin des startups en tout cas des solutions digitales qui font ce travail de monitoring et qui automatisent la veille et éventuellement les correctifs sur la maintenance de la plateforme. Parce que travailler, si la plateforme se plante, ça veut dire revenir 2 ans en arrière et travailler par mail, etc. Donc c'était pas non plus il y a 10 ans. Sauf que maintenant, je pense que plus personne ne le supporterait dans le service, ni les transporteurs, quoi. Mais bon, voilà, on revient à ce niveau-là. Et on a plus connu de clients qui ont eu de panne de serveur mail, et qui, un serveur interne, et qui à ce moment-là étaient très contents d'avoir Shiptify, alors que ce soit pour des problématiques internes de leur serveur mail, et donc Shiptify était autonome et donc permettait de continuer à travailler. Autre cas d'usage extrêmement concret, le Covid, tout le monde part à la maison, et tout le monde a pu continuer à travailler en télétravail et à continuer à collaborer sur Shiptify, que ce soit chez les équipes des transporteurs ou chez les équipes des chargeurs et des commissionnaires. Oui, alors moi j'ai une autre question, c'est sur la pérennisation des datas finalement, puisque vos données, vous dites, vous faites appel à beaucoup de startups, et bon, il peut y avoir un problème de plateau, mais si les startups disparaissent carrément, parce que le principe des startups, c'est de lancer un business et puis de ne pas être pérenne ou d'être racheté par des grands groupes, vos données finalement, vous les récupérez comment? Alors, vous n'avez pas d'inquiétude là-dessus? Si, non, c'est une vraie. Alors, oui, c'est une vraie question, et c'est pour ça travailler des startups dans le cadre de grands groupes. Et Yves Rocher est un groupe relativement ouvert, mais j'en ai vu d'autres qui auraient dit non, tout simplement. Là, on arrive à passer. Mais effectivement, il y a toutes ces questions juridiques qui font partie d'un contrat. Donc, entre Shiptify et nous, si je vous disais le chiffre d'affaires, il est franchement pas de millions, on ne parle pas de ça. Par contre, le contrat, il est comme ça. Et effectivement, dans le contrat, il y a toutes les clauses de réversibilité de nos datas, toutes les clauses de sûreté. Et effectivement, c'est des contrats
lourd, quoi. On a passé beaucoup de temps dessus. Ouais. Oui. Donc il ne faut pas être seulement data analyste, il faut être aussi juriste. Ah, de toute façon, d'autant plus tout ce qui touche à l'informatique, parce que ça fait quand même maintenant plusieurs années que des entreprises se font attaquer. Alors là, moi je suis dans le B2B, donc j'ai pas de données personnelles, etc. Mais si c'est le B2C avec les adresses des gens, les téléphones, alors là, ça devient dramatique, quoi. Oui, mais même en B2B, vous pouvez avoir des informations ou des datas un peu stratégiques. Ouais. Et puis, une fois qu'elles sont parties... Si, mais je ne vais pas avoir le prix des produits, je vais pas... le nom des gens, évidemment, donc c'est stratégique sans l'aide, quoi. Okay. Ce qu'on pourra savoir, c'est que j'ai envoyé 50 camions sur l'Allemagne, mais est-ce qu'ils sont... non, pas beaucoup plus, quoi. Faut voir d'où on vient aussi. Ça vient de fichiers Excel. Donc rien n'empêchait quelqu'un d'envoyer le fichier Excel à quelqu'un d'autre. Aucune traçabilité sur les données. Dans une plateforme comme Shiptify, tout est tracé. Toute personne qui accède à un document, toute personne qui accède à telle expédition ou à telle information, on sait ce qu'elle a fait. Et ça permet aussi de fournir cette traçabilité à nos clients et à eux de s'étonner de l'usage de telle ou telle personne de la plateforme et donc d'y remédier. Et cette traçabilité, ils ne l'avaient pas avec des fichiers Excel ou des emails comme précédemment. Autre chose, c'est qu'on constate, nous, chez nos clients, une grande maturité au niveau de la gestion des données. On voit les contrats avec lesquels ils arrivent chez nous. Donc nous, on a nos CGU, nos CGV, mais on constate chez nos clients grands comptes, ouvertement beaucoup moins chez les ETI et les PME, mais une grande maturité sur ces sujets-là où ils arrivent avec des contrats déjà bien ficelés. Et c'est un sujet qui est déjà pré-traité en interne. Un des sujets extrêmement sensibles pour tous les patrons d'achat en ce moment, mais c'est sorti dans l'enquête CNA Agile Bayer, c'était le taux de dépendance. Ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, quel est votre pourcentage sur le chiffre d'affaires de Shiptify? Supérieur à 30%, inférieur à 30%? Inférieur. Ça veut dire que... C'est un problème qui est loin derrière nous. Ça l'a été. Shiptify a 4 ans, mais c'est un problème qui est loin derrière nous. Alors, Yves Rocher, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Ça n'a jamais été un problème c'était un problème sur la première année. En effet, on a fait rentrer des grands comptes. On parlait tout à l'heure de Somfy. Somfy, à un moment, a représenté à lui tout seul 60% du chiffre d'affaires de Shiptify. Voilà. Bravo. Mais ça a vite été un problème qui était derrière nous. C'est un des sujets majeurs, ça. D'autres questions? Allez, on a une là. On va faire un petit tour rapide. Merci. Alors moi, j'avais une question donc, pour M. Bellone. Alors déjà, bravo pour l'agilité. Je trouve que les initiatives sont excellentes. Je viens de milieux industriels qui ne sont pas toujours matures et où on est au bon vieux fichier Excel et au mail, donc ça me fait rêver. J'ai une question justement sur les perspectives avec les démarches que vous entreprenez, une digitalisation, un TMS, on va dire plutôt dynamique et je pense à état de l'art. Quelles vont être les prochaines étapes? Est-ce que vous allez vers la dronologie, par exemple, pour gérer les entrepôts, les livraisons des différents points de vente? Est-ce que vous allez travailler sur d'autres technologies, renforcer de l'IA? Quelles sont les perspectives pour gérer la supply? Oui, alors clairement, l'IA, j'ai mentionné, on est vraiment au début du commencement et il y a beaucoup de choses à faire, mais ça va prendre 3, 4, 5 ans. Et encore une fois, sur nos centres d'intérêt, parce qu'il ne faut pas faire penser que le transport va inventer plein de choses, etc. Nous, c'est vraiment du prédictif. Et plus on aura de prédictif, plus on pourra être efficace. Donc ça va être vraiment sur ce créneau-là qu'on va taper. Après, mon rêve, mais ça va être possible avec Shiptify, j'espère assez vite, c'est de plus toucher à rien au niveau des appros. C'est-à-dire, on est en train de le faire. C'est de connecter en fait tous nos fournisseurs, sur la base du volontariat, ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas, mais de connecter tous nos fournisseurs pour qu'ils nous envoient les commandes, ils bookent les camions, ils choisissent leur place sur le quai tel jour, etc. Et que nous, on n'ait plus rien à faire. Et ça, c'est le truc totalement automatique où j'aurai toujours un service transport, mais qui sera juste là pour gérer les anomalies et éventuellement envoyer des demandes spot quand on a besoin de faire un camion sur je ne sais pas où on fait un spot rapide et on fait un état du marché. Donc c'est vers ça c'est ce que je vise. Et après, je pense qu'il y aura encore plein de choses, parce que plus on avance, plus on voit de trucs qui sont fabuleux. J'ai une question. Bonjour. Je voulais savoir en fait autour de la conduite du changement. En fait, comment est-ce que vous avez opéré la conduite du changement chez Yves Rocher? Comment vous avez accompagné en fait les équipes justement vers la digitalisation système?
Alors j'y suis allé un peu en force. Je ne devrais pas le dire, mais j'avais ce poteau du 1er janvier avec les règles fiscales et on était en septembre. Donc impossible de trouver une solution en interne. Et donc j'y suis allé un peu à marche forcée. Et c'est vrai que ça a fait quelques étincelles avec le département informatique, mais c'est bien normal, hein, puisqu'il y a quand même des règles dans un grand groupe, il y a des ERP installés. Et par contre, au niveau des équipes, et les équipes, toutes mes équipes, hein, qu'elles soient dans les bureaux, dans les entrepôts, etc., quand on a montré le système, en plus c'est rigolo, on peut se connecter sur un téléphone que j'ai promis, des tablettes et des trucs comme ça, tout le monde a trouvé ça génial, quoi, parce qu'ils ont viré les papiers, les fichiers, les mails. Et c'est pour ça que je dis, si jamais ils tombent en panne, revenir 2 ans en arrière, oui, on peut le faire, par contre ça ne plaira à personne. Donc voilà, donc l'essentiel c'est effectivement amener des startups, mais pourquoi des startups? C'est dangereux, elles vont se casser la gueule, tu vas avoir des emmerdements, etc. Oui, mais sinon on n'avance pas, quoi. Juste une question au niveau on parlait beaucoup de data scientists tout à l'heure, donc vous n'avez pas été accompagné par des gens, enfin des experts. C'est Shiptify, quoi. Voilà. D'accord. Et on vient de recruter notre deuxième data scientist chez Shiptify. Et donc c'est bien entendu un enjeu. Maintenant qu'on a un certain nombre de données, alors un point important, la donnée, c'est la propriété de nos clients. Donc nous, on l'exploite pour leur compte. Mais c'est un sujet qui est extrêmement important, c'est la donnée et de nos clients et des transporteurs. Un ordre de transport, il appartient à un donneur d'ordre, Yves Rocher, et un de ses partenaires transport, et tous les deux partagent cette donnée. Parfois, certains transporteurs ont tendance à oublier qu'ils sont juste le copropriétaire de cette information, qu'avant tout, il y a quelqu'un qui leur a donné cet ordre de transport. Et donc, chez Shiptify, on travaille à exploiter au mieux cette donnée pour le compte de nos clients, chargeurs et transporteurs. Donc, bonjour. Moi, je suis étudiant en MASC, donc Master Achat Supply Chain. Et je viens du monde du transport. Déjà, dans un premier temps, je voulais vous féliciter pour l'idée, Shiptify, parce que vraiment, ça règle une problématique on va dire très concrète dans le monde du transport. La question que j'avais à poser, c'est une question plutôt d'ordre opérationnel, parce que moi, j'ai bien baigné dans le monde du transport et je sais que la problématique des BL, par exemple, le retour de BL à signer, moi, par exemple, ça me prenait un temps, mais énorme. Est-ce que vous pourriez développer, s'il vous plaît? Merci. Alors, dans quel environnement vous évoluiez dans le transport? Chez un commissionnaire, un transporteur ou chez un chargeur? Chez un commissionnaire. Excellent. Chez qui on peut le citer? C'est interdit? Ça s'appelle Colitel, c'est sur Rennes. Ok, on va dire que c'est un moyen commissionnaire. Ça ne fait pas partie des gros type Kuehne+Nagel, Bolloré ou XPO. On va appeler ça un moyen commissionnaire, moyen petit même, je dirais comme ça. Vous étiez combien de personnes? 200 salariés à peu près. Ouais, voilà, un moyen. Très bien. C'est rigolo, le commissionnaire, c'est vraiment celui qui est au cœur de tous les problèmes. Et alors, je ne vous ai pas raconté l'histoire de Shiptify, mais moi, je suis un ancien commissionnaire et je suis un ancien chef d'équipe entrepôt. Mon premier job, c'est chef d'équipe dans un entrepôt. Tout simplement, l'idée de Shiptify, elle est née là, elle est née sur le terrain, elle est née dans les équipes. Et tout à l'heure, tu parlais de l'adhérence des équipes à l'outil Shiptify. C'est un outil qui est co-construit, basé sur des remontées opérationnelles. Donc, la première version de Shiptify, quand on l'a exposée aux équipes, c'est nous qui l'avons construit tout seul. On est arrivé avec notre concept, notre idée, notre vision, et on a exposé une première version. Et un de nos premiers clients, je l'évoquais, c'était Somfy. On a eu des retours d'une richesse incroyable. Face à ça, on a 2 options. Soit on dit « Ah, c'est une très bonne idée, ce que tu me proposes, je vais te faire un devis et tu vas voir combien ça coûte. » Et puis là, on est parti, le temps que le devis soit validé, etc. Nous, la philosophie de Shiptify, c'est de dire en fait, toutes ces personnes qui nous remontent des idées, c'est les ingénieurs de Shiptify, c'est les équipes produits de Shiptify. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir, plus on a de clients, plus on a d'idées, plus en plus on peut mesurer la pertinence de l'idée en croisant. Typiquement, on est en train de travailler sur un projet avec Sébastien sur la gestion des palettes, des comptes palettes. Aujourd'hui, on croise les idées et les besoins, et je préfère parler d'idées que de besoins, les idées des équipes de Sébastien, avec celles, donc Yves Rocher, vous connaissez tous les produits, avec celles d'un autre de nos clients qui s'appelle Yoplait, et qui lui, c'est complètement d'autres problématiques, et sur un réseau où il va livrer la grande distribution, et chacun vient avec ses problématiques, et on va trouver une solution commune. Donc voilà l'histoire de Shiptify, la philosophie de Shiptify, c'est d'écouter les opérationnels. Et souvent, ils ont un problème, et souvent, ils ont de très bonnes idées pour le
pour y répondre. Et ben on les écoute, on les met en relation, on crée des groupes de co-construction et on apporte ça, nous, dans notre solution, avec une et une seule solution pour tous nos clients. Aucun développement spécifique. Tout est fait basé sur la mutualisation des idées et des ressources. Voilà comment on a construit. Et vous l'avez compris, Shiptify, c'est une solution qui vient du terrain, qui vient de l'entrepôt, qui vient des bureaux d'affrètement, qui vient des bureaux de commissionnaires. Voilà. Merci. Je pourrais en parler des heures. Je sais bien. Oui, bonjour, merci pour vos présentations. Monsieur Bellone, vous avez parlé tout à l'heure du green qu'on vous imposait de plus en plus dans le transport. Est-ce que Shiptify ou l'IA peut vous aider à ce niveau-là, à avoir du transport plus durable à terme, plus vert? Alors, on l'impose, mais c'est surtout une volonté de notre part. Je me suis engagé il y a 1 an et demi dans un dispositif qui s'appelle Fret 21, qui commence à faire parler pas mal de lui. C'est un dispositif qui est soutenu par l'ADEME, donc c'est semi-public, et qui consiste à ce que des entreprises volontaires s'engagent à réduire leurs émissions de CO2 sur un échéancier de 3 ans. Ils vous fournissent un espèce d'énorme fichier Excel dans lequel vous allez mettre des actions. Je vais aller assez vite. Il y a trois grosses possibilités. Vous chargez vos camions le plus possible. Bon, ça, c'est le métier de base du transporteur. Mais malgré tout, plus on regarde, plus on voit qu'on a opportunité de faire des camions à double barre, de limiter le nombre de camions pour les remplir un peu plus. Donc moins de camions, plus remplis, moins de CO2. Ça, c'est mathématique. Vous basculez vers des énergies alternatives, et là je fais un gros boulot dessus, on bascule du diesel vers le gaz ou vers l'électrique, peut-être dans 10 ans vers l'hydrogène, mais aujourd'hui c'est le gaz qui tient vraiment qui tient la rampe, et l'oléo également. Et ensuite vous faites appel dans le cadre de vos appels d'offres transport à des transporteurs vertueux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, l'appel d'offres que j'ai fait cette année, j'avais mes transporteurs habituels, je les ai invités, j'en ai invité d'autres, et je les ai tous réunis, et puis j'ai fait des articles dans la presse, etc., en disant, cet appel d'offres-là, on veut le service, les économies comme d'hab, mais on veut vraiment un basculement vert. Arrive le premier tour, ça devait être juste après le Covid, ils n'avaient pas compris, on était toujours à 6 ou 7% en vert de notre distribution France. Là, j'ai repassé les messages, etc. Deuxième tour, on va passer sous 2 ans à peu près à 40% de transport vert en France, alors que ce soit gaz, électrique, etc. On met tout genre de... Et ça a été dur de faire comprendre parce que le transport, c'est pas non plus toujours le domaine le plus à la pointe. Mais l'un des gros transporteurs, qui était notre transporteur que j'ai retenu, qui s'est engagé donc, sur ces investissements, il avait râlé pendant tout l'appel d'offres, et il m'avait un peu dit si tu me plantes, je te plante. Enfin, bon, c'était un peu un peu dur. Et à la fin de l'appel d'offres, il m'a quand même dit écoute Sébastien, heureusement que tu m'as poussé où je pense, parce que là j'ai des appels d'offres depuis, et tous ils sont sur le même modèle où il y a beaucoup de chargeurs qui sont en train de basculer. Donc c'est une vraie volonté. On est volontaire là-dedans, on engage d'autres entreprises. Je fais plein de séminaires, de réunions comme ça pour essayer de nous faire suivre. La semaine prochaine, je crois que c'est Bretagne Supply Chain. Et le digital va avec. Alors, je ne me sers pas de Shiptify aujourd'hui pour la partie digitale, je me sers surtout du dispositif Fret 21, mais Siteness que je mentionnais, qui est mon autre outil qui me permet de suivre mes livraisons, la qualité de mes livraisons, le coût de mes livraisons, a un module aussi qui calcule l'impact CO2. De toute façon, le bilan CO2 est une obligation. Encore faut-il maintenant engager des actions qui ont un résultat concret. Donc là-dessus, on est très militant. Alors, j'invente rien parce que Yves Rocher, il y a 60 ans, était bien plus en avance que moi. Mais on est un peu en pointe sur le domaine. Merci. Bonjour, donc moi j'ai travaillé chez un transitaire cette année, donc pour le groupe d'Axer à Lyon. Donc je sais que cette année ça a été difficile, notamment avec les grèves en début d'année, et après on a eu la Covid. Donc vous avez dit que Shiptify permettait de optimiser, on va dire, les informations à l'arrivée des navires. Et je voulais savoir comment ça s'articule.
c'est quoi la valeur ajoutée? Parce que nous, c'est vrai qu'en tant que transitaire, on est censé transmettre les informations aux clients. Donc, ce qu'on avait via aussi les compagnies maritimes et les ports. Mais est-ce que c'est juste une vision globale ou vous aviez des informations aussi, comme ce qui est présent dans les sites sur les ports ou... Je ne sais pas si c'est très clair. C'est très clair. Donc concrètement, comment vous faisiez? Vous allez tous les matins sur le site des compagnies Ouais, ou, c'est ça. voilà. Oui, on faisait du tracking. Et c'est vrai que sur certaines compagnies, par exemple MSC, on avait beaucoup plus de difficultés à obtenir certaines informations. Et certains conteneurs étaient aussi transbordés sur des ports parce qu'ils ne pouvaient plus... Du rollout, ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que même pour nous, c'était compliqué. Donc je voulais savoir qu'est-ce que ça apportait en plus en termes de visibilité. Alors, ça apporte, notamment pour les gros chargeurs qui travaillent directement avec les compagnies maritimes, il n'y a pas le transitaire. Donc là, on n'a que l'information de la compagnie maritime qui est au niveau 0. Okay. Et de toute façon, ce qu'ils ont sur leur site, on sait que c'est faux. Donc là, il n'y a pas d'autre choix. Après, effectivement, ça peut être le boulot du transitaire. Aujourd'hui, des gens comme Kuhn ou autres ont aussi intégré une partie d'Ocean Insight chez eux. Pour le chargeur qui travaille avec des transitaires et qui a l'information Ocean Insight, c'est à la limite avoir l'information dispo tout de suite sans appeler ou revérifier, etc. Il a l'information en temps réel, quoi. Et essayez d'imaginer que tous les matins, vous auriez une alerte avec le résumé de toutes vos expéditions, avec l'ETA mise à jour du navire sur toutes les expéditions que vous êtes en train de suivre pour vos clients. Donc au lieu d'aller sur les X portails des compagnies maritimes, vous aurez cette information qui arrivera toute crue. Et je dis le matin en arrivant, mais en fait, c'est même plutôt, vous aurez des notifications pour dire, tiens, ce navire est rentré, par exemple, vous pouvez fixer un périmètre de 50-100 km autour du port, enfin, vous définissez la zone que vous souhaitez, et à partir du moment où le navire rentre dans cette zone, vous êtes notifié. Et aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui nous disent qu'ils vont eux-mêmes sur Marine Traffic pour aller suivre leurs containers parce qu'ils savent le nom du navire et ils vont voilà, c'est le mail d'un côté, le Marine Traffic de l'autre, etc. etc. Bah, toute cette information, elle va être captée et en plus, on va ajouter de l'intelligence pour faire de la notification proactive pour que vous puissiez informer votre client. À l'inverse, ce qui était attendu aujourd'hui et on sait qu'il est trop loin pour arriver à l'heure, on va pouvoir vous faire une notification, enfin ce qui devait arriver, on va dire, dans 3 jours, et on sait que compte tenu de sa position, on est désormais sûr qu'il n'arrivera pas. Vous pouvez informer 3 jours avant votre client, en tant que transitaire, que manifestement, il va y avoir un peu de retard. D'accord, c'est très clair. Ouais, j'étais chez Rocket juste avant Yves Rocher. Donc Rocket, c'est 60 000 conteneurs qui se baladent sur la planète non-stop. Et effectivement, j'avais en direct tout ce qui déconnait par Ocean Insight. Donc, quand vous avez en permanence plusieurs milliers de conteneurs sous l'eau, vous en avez des alertes. Hein. Mais ça se résume à une page. Et après, on va concrètement en disant, bon, voilà, il y a 24 heures de retard sans ennui. Ou des situations plus critiques, notamment pour tous les DAP aux États-Unis qui passent par le rail, qui sont encore traqués par les compagnies maritimes, jusqu'au centre des États-Unis, enfin les terminaux de train. Où là, ça coûte $600 par jour. Donc, on peut aussi réveiller à destination en disant allô, mon conteneur, il est là depuis 10 jours, ça fait $6 000. Quand est-ce que vous le sortez, quoi. Donc, il y a toutes ces informations-là qui sont traitées. C'est très puissant. Hein, c'est très puissant. D'accord, merci. Probablement, on va prendre 2 dernières questions. Il y a une question sur Teams. Romain, je t'invite à la lire. Si tu veux que je te la lise, ou tu arrives à regarder, à voir. Non, je vois pas trop là d'ici. Alors, j'aurais une question, s'il vous plaît. Comment le partage et l'analyse de données, IA, peut favoriser le transport multimodal, justement augmenter la part du transport ferroviaire, qui a une petite part, mais qui est le moins émetteur de GES, dans le cadre d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre du fret 21, autre programme? Alors, je vais faire un parallèle avec le transport maritime et aérien. On a un de nos clients qui a diminué par 2 sa part de transport aérien grâce à Shiptify. Pourquoi? Parce qu'en planifiant mieux ses expéditions, en ayant plus de visibilité, en planifiant mieux, il a pu diminuer son nombre de transports urgents. Et donc, il a diminué par 2 sa part de transport aérien. On peut le citer, c'est le groupe Albéa, c'est un groupe français, 40 usines dans le monde, qui est d'ailleurs un fournisseur d'Yves Rocher, qui est un fournisseur, un leader mondial dans l'emballage cosmétique. Donc voilà un exemple sur l'aérien et le maritime. Ouvertement, le transport ferroviaire, je suis moins à l'aise pour en parler, tout simplement parce que c'est des petits flux, enfin, c'est pas une grosse part des transports sur Shiptify.
Mais quelle est la problématique de devoir gérer un transbordement, enfin un rail route, comme on dit? C'est coordonner différentes parties. Il faut coordonner le transporteur, il faut coordonner avec la compagnie ferroviaire. Donc ça fait de la paperasse, des emails en plus, des risques en plus. On parlait de risques tout à l'heure. Donc tout ça crée une complexité. À partir du moment où vous simplifiez tous les échanges, vous simplifiez le partage d'informations entre la compagnie ferroviaire, entre le transporteur, et que toutes ces informations sont partagées en temps réel, vous enlevez beaucoup d'obstacles à la mise en place de ces process. Je ne peux pas vous dire qu'on a augmenté, enfin on n'a pas de cas concret, mais en tout cas on est un des acteurs qui va faciliter ce transport multimodal par le partage d'informations, et c'est clairement l'avenir. C'est aussi, on pourra en parler, sur la livraison urbaine. Aujourd'hui, il y a des gros camions qui livrent les centres-villes. Pourquoi? Ils viennent de loin et ils viennent livrer le centre-ville. Demain, parce qu'on a toujours cette information qui est partagée de manière de plus en plus agile, en temps réel, etc., avec tous les acteurs, ces camions vont décharger aux portes des villes, et ce sera des camions électriques, à hydrogène, etc., au gaz, qui iront livrer les centres-villes et qui encombreront beaucoup moins les rues, qui auront d'ailleurs des chemins. Celui qui vient de loin, il vient livrer pour livrer peut-être 2 points de livraison. Quand on a tout regroupé aux portes de la ville, on va livrer 10, 15, 20 points de livraison pour des petits volumes. Et donc ce camion, il va faire beaucoup moins de kilomètres dans la ville que les X camions qui seraient venus de loin. Donc voilà à quoi participe Shiptify. Pour la question du green qu'on avait tout à l'heure, mais là on s'inscrit ouvertement dans le moyen terme avec Shiptify. Je ne vais pas vous dire que c'est le ROI direct que vous avez au bout d'un mois. Ce n'est pas là-dessus qu'on fait. Là, c'est la vision, c'est les bénéfices moyen terme de Shiptify. Eh bien, merci pour cet exemple qui montre parfaitement que l'IA n'est plus uniquement dans le monde des affaires ou du business. Là, l'exemple que tu viens de donner, on passe carrément dans Smart City, dans les villes intelligentes. Et là, ça touche tout le monde. Ça touche le citoyen qu'on est, ça touche Shiptify comme entreprise, et ça touche le monde des affaires parce que il y a de nouveaux véhicules autonomes et connectés qui vont arriver sur la place. Et là, on constate effectivement une vraie digitalisation de l'ensemble des parties à la fois de l'économie et de la société. On a dans la salle des étudiants qui sont en master. Romain et M. Bellone, si vous devez recruter de nouveaux managers dans 6 mois, dans 1 an, quels conseils vous leur donnez? Quelles compétences vous leur demandez de développer dans le digital, par exemple? J'attaque? Vas-y. Bon, je vais pas vendre Shiptify. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain, c'est là qu'on apprend. Je vais vous parler de mon expérience personnelle, mais voilà, comme je dis, moi je suis arrivé, j'étais ingénieur méthode sur un site. Au bout de 2 semaines, mon patron, enfin celui qui était mon collègue est devenu mon patron, responsable d'exploit. Il m'a dit: t'es mignon, c'est bien tout ce que tu as appris à l'école, mais tu vas aller voir sur le terrain ce que c'est que la vraie vie. Et il m'a mis chef d'équipe au sein de ses équipes. Je peux vous dire que j'ai jamais autant appris que ces 6 premiers mois en tant que chef d'équipe. Après, j'ai évolué en tant que chef d'exploitation, c'est un manager de chef d'équipe et responsable d'une activité d'un client. Donc, ce que je vous encouragerais vraiment ouvertement, c'est d'aller sur le terrain. Moi, je vais pas être vendeur, c'est pas là où il y a les meilleurs salaires, mais c'est là où, dans les premières années, vous allez apprendre énormément, beaucoup, et c'est extrêmement enrichissant pour la suite de votre parcours. Après, il y a 2 parcours possibles, soit aller dans des bureaux d'études, comme je l'ai fait par la suite, à frotter la moquette, soit continuer sur le terrain où il y a des carrières extraordinaires avec des personnes qui n'ont pas forcément fait d'études, alors désolé pour nos étudiants de Densia, mais qui se retrouvent managers de sites de plusieurs centaines de personnes. C'est encore des parcours qu'on trouve dans la logistique, c'est encore un des rares secteurs où qu'on ait fait des études ou pas, il y a de grandes évolutions possibles. Donc voilà, donc je vous dirais vraiment d'aller se frotter au terrain, et derrière, les 10 premières années, de trouver les bons patrons, ceux qui vous font grandir, qui vont partager un maximum avec vous. Et ça, c'est bien plus important que en bas à droite, la fiche de salaire. C'est de regarder en haut à gauche, qu'est-ce qu'on fait et quel est son poste, ses responsabilités et les personnes avec qui vous travaillez. Moi, je n'ai pas de conseils spécifiques. Alors, si je me replonge quand j'étais jeune, c'était aussi dans une période de crise catastrophique qui était 93, où là, tout s'était écroulé aussi, l'immobilier, etc. Et donc, j'avais justement commencé dans l'immobilier d'entreprise chez Bouygues, où je louais les tours de la Défense pour 0, puisque c'était les tours de la Défense qui appartenaient au Crédit Lyonnais, qui était à l'époque au bord de la faillite. Et donc, c'était absolument... Tout était déprimant, quoi. Il n'y avait pas de clients, on vendait à 0, il y avait rien.
Et au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que je continue là-dedans en sachant qu'il y avait beaucoup de chômage et donc la situation n'était pas évidente, ou est-ce que je prends un risque? Et j'ai pris ce risque et je suis parti au Japon dans le transport, que je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a donné un métier pour la vie, après. Quand on est jeune, mon conseil, ce serait de profiter pour prendre un petit risque. Parce qu'après, quand on commence à être notre âge, ça commence à être plus compliqué, quoi. Tant que vous n'avez pas de crédit d'enfant, vous pouvez y aller. Et la chance, on est dans un métier de passion, même si vous ne l'êtes pas au début. Après, ça plaît. Hein. Après, ça plaît. Au début, c'est pas évident. On tombe tous par hasard dans la logistique. C'est rare, les passionnés de logistique de la première heure, mais c'est un métier de passionné et extrêmement enrichissant. Et les années qui sont à venir avec les nouvelles technos et tout ça, elles vont être passionnantes pour vous. Vous allez... Il y a un boulevard pour s'éclater. Merci beaucoup. Merci Romain. Merci Monsieur Bellone. Merci. Très bel échange. Bon courage pour la suite. On aimerait vous revoir bientôt au sein de Dancia.